J'ai mis des années et des années et des années. Ce n'est que maintenant dans ma vieillesse que je me dis stop. On a été vaincus, on nous a démolis, on nous a colonisés. Mes parents ont payé le prix fort, très très fort. Il y a un héritage douloureux qui est arrivé, mais il y a peut-être aussi des avancées qui sont arrivées ensemble. Je ne suis pas colonisée. Aujourd'hui, nous sommes honorés d'accueillir Madame Michèle Rapousson, écrivaine, journaliste, professeure. Vous cumulez de nombreuses casquettes qui sont liées au monde littéraire, culturel. Vraiment, merci, c'est un honneur de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Et moi, c'est un bonheur d'être là, de voir des jeunes gens qui s'activent, qui créent autre chose. C'est un vrai bonheur. Merci de m'avoir invité. Vraiment, merci pour ces gentils mots. Dans une interview que vous avez donnée fin 2022, vous dites, et là je cite, que vous êtes né dans les livres, vous ne connaissez rien, si ce n'est les livres et les lettres. Est-ce que vous pouvez peut-être un peu nous parler de votre enfance et de l'environnement dans lequel vous avez grandi pour être autant attiré et passionné justement par les livres? C'est exactement ça et ça me fait sourire. Parce que c'est vrai, je suis comme Obélix, je suis née là-dedans. Ouais. Ma mère était bibliothécaire, mon père était journaliste, et chez nous, il y avait une bibliothèque, et au miracle, on avait même droit d'abîmer les livres. Ce qui est monstrueux quand j'y pense. Mais ce qui fait qu'on s'est approprié le livre, et je sais que j'ai toujours vécu dans les livres, il y a toujours eu des livres. Il y a toujours un livre qui traîne jusqu'à maintenant dans mon sac, dans mes affaires, dans ma maison. Et les gens ont l'habitude de dire que chez moi, la maison un jour va s'effondrer sous le poids des livres. Il y a des livres partout. Il y a quelque chose que je trouve fabuleux dans le livre, en français et en malgache. En français avec des traductions, parce que je lis aussi beaucoup de traductions. Malheureusement, je ne parle que le français et le malgache. Je crois qu'à terme, vous autres, il faudrait que vous parliez français, anglais, arabe et au moins. Le livre fait voyager surtout. Vous êtes peut-être dans de grandes difficultés financières, vous êtes en train de manger du riz avec du ravboumangue, sans viande. Mais à la bibliothèque, s'il y a une bibliothèque à côté, à la bibliothèque d'à côté, vous avez emprunté un livre. Et le livre vous permet de vous croire le prince de ces princes ou la princesse, etc. Donc, vous oubliez le ravboumangue, qui est bon, sur mes du pâte, mais vous rêvez non seulement vous rêvez, mais vous analysez, vous prenez beaucoup de distance. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est comme ça? Et petit à petit, votre personnalité se développe. Et c'est ça qui est beau dans le livre. Mais c'est aussi ça qui est beau dans les films. C'est ça qui est beau dans la culture. Et puis, en fait, moi, mon bonheur en ce moment, c'est que je sens que les lignes ont bougé. J'ai repéré des jeunes qui écrivent. Je sais qu'il y a des romans de grande facture qui sont en train de sortir. Il y a Marie Ranzanour, il y a Naëv, il y a Rose Pellerin, ils écrivent en français, mais en malgache, il y a Riamboulamti, Avel Nidor, Lydia, etc. Et ça, c'est fabuleux parce que, et on ne le sait pas suffisamment, qu'il y a à Madagascar une matière extraordinaire. Je parle des auteurs, mais je peux aussi parler des jeunes cinéastes. Il y a, excusez-moi, j'ai un trou de mémoire, il y a Luc, et gagnent des prix. Ils vont dans les grands festivals. Et je me dis, mais pourquoi on les entend pas ici? Pourquoi ils ne laissent pas ici? Qu'est-ce qui se passe? Non, bon, en même temps, on arrête de râler. Les lignes bougent. En culture, les lignes bougent. La matière est là. En même temps, je dis, écoutez, la situation est tellement difficile que c'est plus la peine de gueuler en disant ils n'ont pas fait ça. Non, on fait. C'est tout. On fait. Même si c'est ça qu'on fait, on fait. Et
Justement, vous avez un petit peu soulevé le sujet. Ces œuvres littéraires connaissent, sont connues et reconnues au-delà des frontières. Je dirais même parfois, principalement en dehors de nos propres frontières. Qu'est-ce qui fait que, d'après vous, qu'aujourd'hui, en fait, peut-être le consommateur local, euh, il est peut-être prêt à débourser, par exemple, parler de cinéma, il est prêt à ou de livres même un billet pour des livres qui sont écrits par des étrangers, des super productions étrangères et autres. Mais pourtant, quand il s'agit d'investir, de payer pour une œuvre culturelle produite à Madagascar par des personnes qui habitent ici, pourquoi est-ce vous sentez qu'il y a une réticence d'une certaine manière ici? Pourquoi en fait On a été complètement marqué par la colonisation. Il y a un truc qui est effrayant dans la mentalité malgache, c'est en train de s'estomper, heureusement. C'est le vitagashio. Donc, quand c'est gash, c'est moche. C'est pas beau, c'est mal fait, on a intégré ça. Et on oublie de comprendre, on ne veut pas comprendre que ce peuple-ci a résisté à tout. Il y a une grande culture malgache. Je parle pas des sous-produits qu'il y a, etc. On dit fianakavin, rayamanje, ni fiavan, non, je parle pas de ça. Ça, c'est vrai que c'est des dérivés et que si on croit que la culture malgache, c'est ça, on peut dire on n'en a pas besoin, on va aller à l'étranger, on va faire du cosmopolitisme, on va aller travailler comme les New-Yorkais. Même là, les Juifs new-yorkais, avant d'être new-yorkais, ils sont juifs. Ils ont leur synagogue, etc. Les Italiens new-yorkais, avant d'être new-yorkais, ils sont italiens. Ils mangent leur pizza, d'ailleurs, qui est devenu un produit international. Donc, je dis, on se calme. Vitagash, c'est beau, parce que c'est de la résistance, c'est de la culture. Imaginez ce qui s'est passé dans ce pays. Dès le XVIIIe siècle, on a essayé de l'envahir, les gens, tout Madagascar, toutes les ethnies ont résisté. On a la culture merne, on a la culture chakalave, on a les antéfaches, on a les antémours, on a les skids, on a les zumbiaches. Je fais pas partie des gens qui disent ouais, on est au XXe siècle, on est encore là. Non, les zumbiaches, c'est une connaissance de la terre, c'est une connaissance des produits, c'est une connaissance de l'environnement qu'ils utilisent. Et ça, il faut le savoir. Maintenant, il faut adapter. Il est évident qu'on va pas, maintenant, dans le monde actuel, avec les médicaments, etc., on va pas se soigner avec les plantes, uniquement. Mais pourquoi pourquoi les refuser? Je sais pas. J'imagine, à un moment donné, j'ai été la rédactrice en chef d'un journal qui s'appelait Challenger, et on a fait un truc sur le luxe malgache. Le 19e siècle malgache a été d'un luxe extraordinaire. On voit des meubles. Regardez à quel point la reine Raja Funjaeti était élégante. Imaginez la grandeur des couturières. On a des grandes couturières et des gens comme Lagerfeld ont fait travailler ici à Madagascar. On avait des brodeuses, on avait des dentelières, on a encore des tisserandes. Madame Jou est connue, mais Madame Jou, elle n'est pas née de rien. Elle a appris de la tradition malgache, et voilà. Et même moi, que tout le monde admire et applaudit. Ma mère était bibliothécaire, mon arrière-grand-père était évangéliste et écrivait. Ma grand-mère écrivait, elle nous faisait jouer d'ailleurs les pièces de théâtre au secours qu'elle écrivait. Mais il y a cette tradition-là. Il y a cette tradition, et ça a été une tradition, le terme moderne, c'est de fusion. Quand vous écoutez les chants religieux, jamanadin,
c'est une fusion de musique Schaffenjauni et de musique religieuse luthérienne, ou catholique, ou calviniste. Et c'est devenu, vous voyez les maisons en briques sur les hauts plateaux, c'est quand même une fusion de tradition anglaise emmenée par Cameron qui a été adaptée ici. Et les paysans, Cameron et les paysans ont appris à faire des briques, à faire chauffer des briques, mais ces briques, ils le savaient déjà le faire. Les grands tambours, c'est de la terre mêlée à du torchis. C'est de la terre mêlée à de la bouse de zébu ou de la glu de banane. Et ça fait 2 siècles que c'est là. Donc il y a une fusion. Moi, je fais partie des gens qui disent stop, on n'imite pas de manière idiote. Excusez-moi, je suis très violente. On n'imite pas de manière idiote ce qui s'est passé à l'extérieur. D'ailleurs, maintenant, c'est en train de se casser la gueule. Qu'est-ce qu'on fait? D'où on vient? Quelle est notre culture? Et après, quand on a ça, on adapte. Un pays, une culture, c'est un environnement. Pourquoi allez-vous prendre la culture d'un environnement new-yorkais et l'emmener ici? C'est une terre qui s'effondre. Il y a des marais, il y a des marécages. Et vous allez mettre des tours là-dessus? Non, non et non. Il y a eu toute une culture. Bon, j'ai parlé des maisons Myrne. Mais quand vous allez à Tamatave, la culture des maisons créoles de tout l'océan Indien est Tomashnu. Ça vient de Tamatave. C'était les maisons en bois de Tamatave qu'on a repris, qu'ils ont transportés ailleurs et sur lesquels on a mis des fleurons, je sais pas comment on appelle ça, des frontispices, des vérandas. C'est les Chankutn malgaches qui sont partis dans tout l'océan Indien et qui sont devenus les maisons créoles. Et ça, on ne le dit pas. Oui. On ne le dit jamais. Et donc, voilà, on se précipite à faire du béton armé. Excusez-moi, c'est la langue malgache qui vient tan mieux se gaver des Chinava, Chanbe. On va mettre des maisons en béton sur les collines qui s'effondrent. Excusez-moi, je commence à être violente. Non, mais... Non et non. Et vous parlez du fait que d'où on vient. Moi, j'aimerais voir avec vous, parce que c'est vrai que là, par exemple, on a la chance de pouvoir avoir je vais pas dire un cours, mais vraiment des informations hyper précieuses que je pense beaucoup de gens ne savent pas par rapport à l'histoire, par rapport à la culture de notre pays. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui faire pour éviter que on tombe en fait peut-être dans ce qui pourrait être peut-être considéré par certains peut-être comme un piège à vouloir copier justement, comme vous dites, les occidentaux, et en tout cas ce qui se fait à l'étranger. Au lieu de faire ça, peut-être se reconcentrer sur nous-mêmes, sur nos origines, sur ce qui fait de notre pays ce qu'il est, mais vraiment au plus profond de soi, en fait. Je nuance ce que je viens de dire. Je ne fais pas du nationalisme. C'est pas du nationalisme. C'est pas de dire que tout ce qui était malgache avant était beau. On a quand même un gros handicap. C'est qu'on a une société de caste où il y a eu des traites des esclaves et que c'est encore là. Cela dit, il faut comprendre comment ce peuple-ci a résisté. Quelles sont les inventions qui ont été faites? Quelles sont la manière dont ils ont adapté ce qui est arrivé de l'extérieur à être eux-mêmes? C'est ça qui est fascinant. Ce pouvoir d'adaptation, ce pouvoir de récupération. Et c'est ça qu'il ne faut pas perdre. Maintenant, je dis une chose très simple. Que votre père s'appelle Andinanana, je sais pas trop quoi, ou qu'il soit le Rakuto Iriambanyeri, prenez ces mémoires, prenez des cahiers, prenez des carnets et posez des questions à votre père, à votre grand-père, à votre grand-mère. Comment ils vivaient autrefois? Je suis sur un roman en ce moment et je réalise une chose toute bête, ce que les gens des marécages,
enfin, les marais, là. C'est une grande culture. C'est une immense culture. On est en train de les remblayer. Mais est-ce que vous imaginez que sur ces marais-là, il y a des canaux, il y a tout un système hydraulique qui a été fait, qui a évité les inondations. Et c'est un marais, Betsimtatach, Betsimtatach. Et Tatarn, je sais pas comment on dit ça. Et on a foutu tout un système hydraulique qui a fait que ce marais est devenu une rizière, une grinière à riz, un grenier à riz, qui a nourri tout l'Imerne. Et maintenant, on va démolir ça. On va y mettre des bâtisses, je sais pas quoi, des hangars. Et qu'est-ce qu'on va manger? Et c'est un travail extraordinaire. C'est 3 siècles de travail. Et un travail d'une ingéniosité. Je vis à la campagne et je regarde comment les paysans arrivent à refaire les canaux avec des troncs de bambou. Il y a un petit ruisseau, ils le mettent dans un trou de bambou et le trou de bambou va vers une rizière et ils font encore un tatarni. Enfin, excusez-moi, c'est le malgache. Et puis ça passe vers l'autre rizière et ça passe vers l'autre rizière et ça passe vers l'autre rizière. Et ça vient de l'Indonésie. Donc ils ont gardé la mémoire indonésienne. C'est extraordinaire. En même temps, il y a des failles dans cette culture. On est quelquefois trop heureux de nous-mêmes et on dit Muramura Vitanikash. Non, il faut développer et structurer et surtout travailler. Vous avez fait vos études, en tout cas quand vous étiez à Madagascar, au lycée Jules Ferry, pour ensuite, après, en 1983, quitter le pays pour faire un DEA en sociologie à Paris. Et justement, dans l'interview citée précédemment, vous dites que vous avez été éduquée pour être française. Pensez-vous que le système scolaire de l'époque avait une volonté, alors qu'elle soit assumée ou pas, alors à défaut, c'est peut-être pas le bon mot, mais peut-être pas d'effacer, mais en tout cas d'atténuer l'identité malgache. Est-ce que vous avez eu un ressenti dans ce sens-là? Ouais, absolument. Maintenant, je le dis tranquillement. L'éducation coloniale, c'était clair et net. Il fallait diviser la population en 2. Les demi-sauvages, qui pouvaient être scolarisés pour devenir des Français, et les sauvages, laissez-les être des indigènes. Ça, c'est clair. Mais heureusement que ça évolue. Donc, les premières années, effectivement, j'étais une bonne élève en lettres. J'avais qu'une idée, c'est qu'il fallait que je possède le français mieux que les Français. Jusqu'à maintenant, c'est moi, envoyez-moi n'importe quel Français, je le bats. Je parle le français mieux que lui. Je peux vous sortir tous les imparfaits du subjonctif. Cela dit, à partir des années 70, c'est une autre vague qui est arrivée. Ceux qui ont fait 68. Et qui, eux, étaient en train de remettre en cause toute la culture dite classique en Europe. Et c'est eux qui furent nos profs. Et là, dans la tête, ça a bouleversé. Et puis est arrivé 72. Et là, tout a volé en éclats. Mais ça a volé en éclats. J'ai fait partie des Rouges et Experts du MFM. Bon, j'ai fait l'extrême droite, c'est un chemin classique. L'extrême gauche, le lapsus. L'extrême gauche, c'est un chemin classique. Mais la vraie révolution, ça n'a pas été à Madagascar. Madagascar, j'étais une petite bourgeoise comme une autre. Ça a été en France. Où en France, j'ai rejoint le milieu des immigrés, à RFI, mais aussi dans des associations d'immigrés. J'ai fait partie des Black and Bear, j'ai vu la culture africaine, la culture arabe. La plupart de mes copains sont des écrivains, des musiciens. Je sais pas, il y a un grand cinéaste que j'ai envie de citer, que j'ai bien connu, c'est Djibril Diop Mambéty. C'est des gens immenses. Et là, tout d'un coup, j'ai vu ces gens dont on me disait que c'est la culture africaine avec toutes les parenthèses. Et j'ai vu des gens, mais d'une réflexion, d'une qualité.
Et là, ça a été toc dans ma tête. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, attends, c'est quoi tes ancêtres? C'est quoi ta culture? C'est quoi ton histoire? Et paradoxalement, c'est la France qui m'a fait devenir autre chose. Et après, je suis rentrée, et quand je suis rentrée, après 20 ans, presque 30 ans de France, et ma France à moi, c'est pas la France profonde. Ma France à moi, c'est la France cosmopolite. La plupart de mes amis sont maghrébins, africains, Amérique latine, etc. C'est là, c'est cette France-là qui est la mienne. Bon, bien sûr, il y a des Français, mais des Français qui ont voyagé. Ok. Et quand je suis rentrée, je suis pas restée à Tana, je suis allée en Bouille-Mangue, à la campagne. Et là, les paysans m'ont bien laminé, madame, oh, je te mets madame. Il y avait un petit choc. Ah ouais, là, ça a été le choc. Non, madame. Et je me dis, oh là là, ça va être une catastrophe. Je vais pas tout kniré chaque ticket. Non, madame. Et ok, on discute. Ouais. Et après être revenu à Madagascar, justement, à un moment, vous avez été obligé de quitter le pays. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous pouvez nous raconter ce qui s'était passé, qui vous avait, je sais pas si c'est forcé ou si ça a été un choix, mais en tout cas, ça a été les deux. Vous avez dit, faut que je parte. Ça a été les deux. Dans ma tête, il fallait que je parte. Et un de mes oncles qui était ministre m'a dit, il faut que tu partes, je ne peux plus te protéger. J'ai résumé. Et un exil est un exil. Sauf qu'un jour, il y a une jeune maghrébine à qui je remercie, qui s'appelait Nora, et c'était une manifestation, et moi j'ai rejoint la manifestation, ne sachant même pas ce qu'il fallait faire, et elle m'a dit, c'est vrai que dans ton regard, tu portes Madagascar et tu n'arrives pas à quitter Madagascar. Tout ce que je te dis, c'est que si tu veux t'en sortir, tu rejoins les autres luttes. Eux aussi portent leur pays en eux. Si tu rejoins les autres luttes, tu pourras avancer. Et c'est vrai que j'ai rejoint les autres luttes. Et après, je suis revenue sur Madagascar, mais je suis encore dans les autres luttes. Je fais partie du Parlement des femmes écrivaines francophones. Et c'est en train de devenir un très grand parlement parce que nous sommes 100 femmes, 150 femmes maintenant dedans. Oui, j'en parle pas beaucoup, mais on est 150 femmes dedans et toute une réflexion est en train de se faire. C'est quoi votre principale mission justement à travers de ce parlement-là? Non, je suis un membre comme un autre. Et parce que j'ai pas le temps parce que ça se passe à Paris. C'est ici à Paris, il y a des réunions sur Zoom, etc. À la campagne, Zoom ici c'est très aléatoire. C'est extrêmement aléatoire. Donc quand je peux, j'y suis. Quand je peux pas, je continue le travail ici en suivant le travail qu'elles font et en essayant de m'adapter. Mais il y a une vraie réflexion. D'ailleurs, je crois que, mais c'est pas sur le Parlement des écrivains, mais il y a toute une réunion des femmes qui est en train de se faire. Mais bon, moi, pour l'instant, je suis pas encore là-dedans, mais je trouve que le mouvement est intéressant. Oui, effectivement, on en reparlera un tout petit peu plus tard. Je voulais vraiment revenir sur votre histoire, sur comment vous avez vécu certaines choses. En 84, vous sortez votre premier recueil, Dadabé et autres nouvelles, qui est un livre qui parle notamment du passé et de ses traditions. Est-ce que, avec vos propres mots, vous pourriez déjà, dans un premier temps, peut-être nous résumer un petit peu le livre, de quoi il parle Le livre parle de mon grand-père et je suis profondément marquée par l'image de ce grand-père. C'est quelqu'un qui, s'il avait encore vécu maintenant, je crois qu'il aurait 130 ans. Et il a fait partie des premiers médecins malgaches. Il a été médecin en 1917 et il a exercé essentiellement dans le nord de Madagascar. Mouche-Bé, enfin, tout le nord de Madagascar. Et il est revenu avant la retraite à Tananarive, où il a créé la prévention infantile. Sauf que c'est pas lui qui a signé son boulot, c'est d'autres. Non, mais c'est classique. C'est classique. Donc, j'ai vraiment l'image de cet homme, je le porte en moi, qui ne dit rien
qui fait tout simplement Tanjema, Injea, Nyanachemunjiyo, qui venait me rechercher chez mes parents au début des vacances et qui m'emmenait partout à la campagne. Quand il était, c'est pour ça que j'ai vraiment une vénération pour un Batumang, parce qu'il avait une grosse voiture bleue, solide, qui faisait toutes les mauvaises routes, et avec lui, j'ai sillonné toute la campagne du Vakniedin pour aller soigner les malades. Il commençait, et il a soigné les malades jusqu'à 15 jours avant sa mort. Il est mort d'un cancer à ce moment-là. Vous voyez, et il se levait en soupirant et il allait soigner. C'est pour moi l'image de quelqu'un qui dit Manon yadidni, atov yadidnao, ajabireshak yadidnao atov. Tu prends tes responsabilités et tu le fais et tu ne joues pas à la star. Ouais. Et c'est devenu vraiment un précepte. Et j'ai écrit ce livre peu après la naissance de mon premier fils pour pouvoir transmettre la parole du grand-père vers le fils. Ouais. D'être le lien. Ouais. Wow. C'est ça, ce livre. Et après, c'est vrai qu'après, je n'ai fait que parler de Madagascar. Il faudra maintenant qu'on les traduise en malgache. Mais bon, je pense que mes vieux jours, c'est ce que je vais faire avec des jeunes auteurs malgachophones, traduire les principaux livres en malgache et essayer de trouver une solution pour qu'ils soient accessibles à tous. De toute façon, ils seront accessibles à tous parce que si je le fais, le boulot, il va être piraté. Non, c'est là, je pense que vraiment, il y a ce besoin vraiment de faire le lien. Certains même diraient, pour ceux qui le peuvent, c'est limite un devoir, en fait, vraiment. C'est un devoir. Ouais. En sachant quand même qu'il ne faut pas s'isoler. Si je dis ça, c'est que j'ai quand même longtemps vécu à Paris, à Bruxelles, un peu à New York, et que quand je suis là-bas, je suis d'abord et avant tout malgache, mais connaissant les codes. Il faut connaître les codes des autres. Je connais les codes européens, je connais les codes américains, les codes asiatiques, je ne les connais pas, j'y suis jamais allée. Mais c'est là, puisque je connais les deux codes, je navigue entre les deux. Mais d'abord et avant tout, je suis une malgache qui a vécu longtemps à l'extérieur et qui possède leurs codes et les miens. Là, d'un coup, il y a quelque chose qui me revient en tête quand on a commencé notre discussion. Vous parliez du fait que lire, ça permettait de voyager. Ça vous a permis de voyager. Moi, je voulais savoir, est-ce que vous voyez la lecture aussi, éventuellement, et peut-être même l'écriture, peut-être déjà de un, comme un échappatoire, parce que vous faisiez en fait référence un peu au Ravogomang et sans le passe. Et deuxième chose, est-ce que vous pensez qu'un être humain, aujourd'hui, pour pouvoir se développer en tant que personne, mais intellectuellement aussi, a foncièrement besoin de justement pouvoir de un lire, mais aussi écrire, parce que vous êtes écrivain. Je tournerai la question différemment. Je crois que le plus grand drame actuel, c'est la difficulté de voyager. C'est de plus en plus cher. Les frontières se ferment. On s'enferme sur nous-mêmes, alors qu'on nous balance des images d'un paradis qui n'est pas un paradis, qui est ailleurs. Et donc les gens dérivent et disent on est on est les idiots de service. Ailleurs c'est mieux. Non, ailleurs n'est pas mieux. Mais et le grand drame maintenant, c'est que même en interne, on ne peut plus voyager. Les routes sont cassées, cabossées, on n'a pas d'argent, c'est de plus en plus cher. Là, c'est terrible. Alors tout simplement, je dis, puisqu'on peut plus voyager loin, voyageons près. Comment ça se passe dans nos campagnes? Comment ça se passe chez nos grands-parents? Comment ça se passe dans notre famille? Là. Et puis, faisons venir des livres. Il faudra arriver à trouver un truc pour les faire entendre, pour les traduire. Faites venir des films. Parce que le cinéma, c'est important. Réfléchissons sur les télés. Puisqu'on ne peut pas aller ailleurs, il faut que ailleurs vienne à nous. Et que quand nous voyageons, on peut voyager dans notre fauteuil. Enfin, si on a un fauteuil. Parce qu'autrement, on va se bouffer entre nous.
L'agressivité, si on n'a pas d'échappatoire sur notre agressivité, l'agressivité, on va se la... Excusez-moi, je vais être très vulgaire. L'agressivité, elle va nous faire nous bouffer la gueule entre nous. Et là, je dis attention, lueur rouge, alerte. Il faut vraiment réfléchir aux moyens de culture. Que les jeunes, ils le font déjà. Vous le faites, vous. Moi, je crois connaître un peu le milieu culturel. Ils créent des after-work, ils créent des galeries, et donc à un moment donné, on voyage chez nous. On va au musée, on va au film, on regarde la télé, on a Facebook. Quand on va à la campagne, tout le monde est là sur son Facebook. Bon, j'ai envie de dire de temps en temps, la mine Kelio. Ouais. Mais bon, vous rentrez dans un taxi brousse, tout le monde est sur Facebook. Et c'est bien, parce que ça apporte autre chose. Mais il faudra peut-être juguler, contrôler, etc. Maintenant, je reprends une discussion qu'on avait tout à l'heure, quand vous êtes en France. Vous avez travaillé en tant que journaliste radio chez RFI, et aussi à la télé pour RFO ITV. Comment vous avez fait pour atterrir dans ce milieu-là, en fait? J'ai quelqu'un qui a eu beaucoup de chance. Je suis quelqu'un qui a une chance énorme. Énorme. Je devais partir exilé et immigré, et j'ai raflé un prix de RFI, le prix de théâtre. Et c'est ce prix sur Champagne qui m'a fait entrouvrir les portes de RFI, où j'ai commencé à être pigiste. Et je suis quelqu'un de profondément têtu, comme on dit en malgache. Ça fait la neige. J'ai eu la porte d'entrée, j'ai cassé la porte, et j'ai travaillé 20 heures par jour. Et à un moment donné, les chefs ont dit, elle est pas mal celle-là. Mais à ce moment-là, c'était facile. Maintenant, c'est très difficile. Très, très difficile. Les portes se ferment. Qu'est-ce qui fait ça, d'après vous La crise économique. Okay. Et la crise économique dans tous les pays, et c'est une crise mondiale, dans tous les pays, les peuples se referment et deviennent très racistes. C'est mondial. Et c'est pour ça que je dis, qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, chez nous. Ce qui n'est pas la peine de s'en aller. On va pas prendre le bateau, on va pas mettre les gamins dans le bateau pour aller à Mayotte. C'est ce qu'ils font déjà. Après, ils font quoi à Mayotte? Ils crèvent de faim à Mayotte. Et ils vont pas prendre le bateau pour aller en Afrique du Sud. C'est trop loin. Là, c'est là qu'il faut faire. C'est ici que ça se passe. Et ici, il faut sauver les meubles. Et c'est urgent. Vous parlez de sauver les meubles. En 2008, vous avez lancé l'opération Book, à travers laquelle vous souhaitez rendre la dignité des livres à Madagascar. Est-ce que déjà, vous êtes rentré au pays juste pour lancer ce projet, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà travaillé en étant à l'étranger? J'ai toujours travaillé pour le livre. À RFI, je travaillais sur le concours de nouvelles. On recevait presque 6000 textes, 7000 textes de 90 pays. Et maintenant, il y a des gens qu'on a découverts dans ce concours qui sont en train de devenir des très grands écrivains. Français, anglais, allemands, africains. D'autres qui ont créé des festivals. Donc c'est vraiment presque une profession, toute ma vie. Enfin, toute ma vie adulte en tout cas. Et je suis rentrée, pas pour faire ce projet, je suis rentrée parce que j'en avais marre de l'Europe. J'en avais vraiment plus qu'assez. Et j'avais pas vraiment de projet. Quand je suis arrivée ici, je me suis dit, oula, tu sais, la seule chose que je sais faire, c'est des livres. Alors j'ai dit, rentre dans ce créneau et attends. Et après, Opération Book a été créée. Il y a eu un monsieur avec qui j'ai longtemps travaillé, qui a quand même mon numéro 2, Manantura Pachon, qui était à librairie mixte. Et petit à petit, on a monté, on a galéré. Et maintenant, j'ai passé la main. C'est des plus jeunes qui travaillent. Et on a lancé des salons du livre, notamment à Majunga, des salons du livre à Anjepamak, à la campagne. Et le projet se développe. Et je crois qu'on va avoir de plus en plus de partenaires. Et j'ose espérer que les plus jeunes, sur mes conseils, vont pouvoir développer ça. Et je crois qu'ils sont en train de le faire. Et j'espère qu'il y aura de plus en plus de gens qui vont nous rejoindre et que ce sera le renouveau du livre. Non. J'espère.
On lance un appel, hein, du coup, s'il y a des gens qui ont envie de prendre part à cette belle aventure, n'hésitez pas, C'est du coup, à une vous belle rapprocher de aventure. l'opération Book pour voilà. C'est une très très belle aventure, mais vraiment. On a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Là, pendant ce mois de mai, il y a un groupe d'autrices malgaches qui a lancé un projet, la Ligue des écrivaines malagasy, qui devrait voir le jour d'ici la fin de l'année. Elle a pour objectif de promouvoir la littérature d'une part, mais aussi de soutenir la création des femmes de lettres d'autre part. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative Oui, pourquoi pas. Cela dit, j'ai toujours un peu peur des enfermements identitaires. Vraiment. Parce que être écrivain, c'est pas seulement être femme. S'il y a aussi des hommes, c'est peut-être plus compliqué pour les femmes. Et puis surtout, ce que je vois, c'est que le monde du livre est en train d'être pris par les femmes. Mais j'ai peur. Il faut pas que ça devienne un enfermement. D'accord. Et il y a, je pense, un débat dans la société d'aujourd'hui qui revient souvent. J'ai déjà eu aussi cette question avec les équipes. C'est est-ce que ce soit dans les livres, que ce soit dans des discussions comme celle qu'on a aujourd'hui, par exemple, il y a toujours cette question de savoir est-ce qu'on le fait en français ou est-ce qu'on le fait en malgache. Et pour certains, c'est vraiment une vraie question. Est-ce que vous avez une position particulière sur le sujet? Ma position, elle est très claire. Si je vais à la campagne, c'est en malgache. Si je suis dans un milieu comme le vôtre, c'est en français. Si je suis avec des Européens, c'est en français. Cela dit, je ne suis pas francophone, je suis biculturelle. C'est différent. Parce que quand on dit francophone, ça veut dire que je parle le français et que j'oublie le malgache. Non, je suis biculturelle, bilingue. J'ai 2 langues et j'ai 2 cultures. Et je navigue entre les deux. Et est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui, une frange de la génération un peu plus jeune, je dirais peut-être entre 15 et peut-être 30 ans, tend plutôt vers le francophone, mais non plus vers le biculturel dont vous parlez? Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez ou pas? Si, c'est clair. Ils ont été tellement enfermés dans un nationalisme qu'ils se révoltent. Et c'est normal. Maintenant, ma position, elle est aussi claire. Ne jamais enfermer quelqu'un dans un système. Jamais. Si vous l'enfermez dans un système uniquement malgache, ils vont se révolter. Ensuite, deuxièmement, si le système malgache ne les ouvre pas vers l'extérieur qui est en train d'arriver, on va faire quoi? On va toujours être les derniers de la classe? Je dis biculturel. Il faut une langue de culture et une langue véhiculaire. Ça veut dire que il faut développer les 2 langues. Les 2. C'est facile à dire. C'est le rocher de Sisyphe. Mais il faut, voilà. Mais je crois que il faut avoir ce but-là, que les gens puissent se connaître, se dire, avoir des livres, avoir des moyens culturels dans leur langue, la langue de leur père, de leur mère, de leurs ancêtres, de leur environnement. Ça, c'est urgent. Mais aussi posséder une langue véhiculaire qui puisse les ouvrir à l'extérieur. Peut-être pas tout le monde, mais au moins un noyau puissant qui fasse ce lien-là. Et ne plus avoir de complexe de dire oui, Anne Vajay ou ah non. Chacun son truc. On va parler de votre dernier ouvrage, En Batwing, le silence et la douleur. Dans ce roman, vous racontez l'invasion de Madagascar par l'armée française. Et grâce à cet ouvrage, vous êtes récemment devenu lauréate du prix Orange du livre en Afrique. Félicitations d'ailleurs pour cette belle récompense. Est-ce que dans
j'ai l'impression en fait que une fois qu'on m'avait raconté un petit peu l'histoire derrière votre premier ouvrage qui était inspiré de l'histoire de votre grand-père, là aussi aujourd'hui avec cet ouvrage, vous d'une certaine manière vous voulez toujours servir de pont, j'ai envie de dire, entre l'histoire et le monde d'aujourd'hui pour redonner en tout cas genre un récit en tout cas qui je dirais serait peut-être plus juste parce qu'on a peut-être entendu beaucoup d'histoires sur comment la colonisation s'est passée en fait dès notre plus jeune âge, mais peut-être que certaines des choses qu'on nous racontait étaient probablement erronées, en tout cas ce n'était peut-être pas la vérité entière. Est-ce qu'il y a vraiment cette envie derrière de vouloir on va dire restituer la vérité Oui, oui. C'est l'histoire d'une invasion. Et dans l'histoire, dans toutes les invasions, j'ai pris un prototype qui est Madagascar que je connais. Mais j'aurais pu prendre l'Ukraine, j'aurais pu prendre l'Irak, j'aurais pu prendre l'Afrique du Sud, j'aurais pu prendre des pays d'Amérique latine. Le processus de colonisation est toujours le même. Arriver, démolir, et surtout démolir psychologiquement pour ensuite être dedans et s'accaparer. C'est toujours partout la même chose. Mais dans ce livre, ma réponse, elle est très claire. Ok, il y a eu démolition. C'est ce dont je parle. Il y a eu une peur qui existe encore maintenant. Il y a eu toute une politique coloniale. Mais il y a quelqu'un qui s'est levé. Il faut bien lire ce livre. C'est Tavao, l'esclave. Tout simplement parce que c'est comme on dit en malgache, Janaken Faurin. Il a fait partie des plus pauvres. Il s'en est sorti. Il est résilient. Et c'est avec cette résilience qu'il va, j'espère, reconstruire. On s'est moqué de moi en disant ouais, c'est quoi cette image d'Épinal, les deux êtres qui se font coucou. Et pourquoi pas? Parce qu'après tout, je connais assez bien la France. Vous allez dans le Berry, vous allez dans la Creuse. Le paysan creusois vous regarde. C'est quoi cette négresse qui vient, dis donc? Et puis tu le regardes, tu dis, oh. Tu sais ce que c'est? La négresse, elle est d'origine paysanne comme toi. Ah bon? Ah ouais. Est-ce que toi tu sais creuser la terre? J'ai dit, moi, non, mais mes ancêtres, oui. Toi aussi. T'as besoin d'une bêche. T'as besoin pour faire ta terre, t'as besoin d'un tracteur. Ah, ouais. C'est pas con, ça. Ouais. Et il vous accepte. À une condition. Une condition. Parce que je pense aux enfants réunionnais qui ont été envahis dans la Creuse. C'est que vous soyez quelqu'un de suffisamment solide pour résister à leurs démons. Il y a eu des enfants de la Réunion qui ont été envoyés dans la Creuse et qui ont été cassés. On en a fait des domestiques, on en a fait des esclaves, etc. Mais si vous arrivez droit dans vos bottes, solide, prêt à dire stop. Bon, je donne un autre exemple. Il y a quelqu'un que je connais bien qui travaille dans un hospice et qui travaille notamment avec une dame profondément raciste, qui joue à être raciste plutôt, et qui lui dit « Ah non, toi tu me soignes pas, t'es une noire, t'es une négresse, je t'aime pas. » Et l'autre lui dit « Bah ouais, et toi t'es une blanche, je t'aime pas, mais maintenant, puisqu'on ne s'aime pas toutes les deux, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Allez, chante-moi Edith Piaf. » Voilà. Et du coup, elles sont peut-être pas copines, mais l'autre continue à dire « Je t'aime pas, t'es noire. » Et je dis « Ouais, ça va, tu me l'as déjà raconté celle-là. On passe à autre chose. » Ça, c'est plus intelligent. Et vous, personnellement, cette colonisation au sein de la famille, vous en tant qu'individu, comment vous l'avez vécu? Est-ce que ça a été vraiment un énorme choc ou est-ce que, d'une certaine manière... J'ai mis des années et des années et des années. Ce n'est que maintenant dans ma vieillesse que je me dis stop. On a été vaincus, on nous a démolis, on nous a colonisés. Mes parents ont payé le prix fort, très très fort. Il y a un héritage douloureux qui est arrivé, mais il y a peut-être aussi des avancées
qui sont arrivés ensemble, je ne suis pas colonisée. Je suis issue d'un peuple qui a énormément souffert, et c'est ma blessure que j'essaie de soigner, mais je ne suis pas colonisée. Grâce à ce livre, vous avez pu bénéficier d'une grande couverture médiatique. Est-ce que ça a changé quelque chose? Alors, peut-être pas dans votre quotidien, vous, à la maison, mais est-ce que maintenant, il y a des choses peut-être qui se font plus souvent ou qu'avant, peut-être, par rapport à avant, en tout cas, quoi, dans les invitations. En fait, il faut être clair, ce prix, c'est le couronnement du travail de toute une vie. Mais c'est aussi le couronnement d'efforts des autres, pas moi toute seule. Il y a une chaîne pour qu'on soit écrivain, connu, renommé. On n'y arrive pas toute seule. Il y a une chaîne qui a fait ça, une chaîne du livre. Et c'est le couronnement du travail d'une chaîne du livre qui doit continuer, d'une chaîne culturelle qui doit continuer, qui doit se développer et qui est là. Et c'est ça qu'il faut voir. Et là, maintenant, c'est bon. On m'arrête dans la rue, on me demande des dédicaces, ok. Mais c'est ailleurs que ça se passe. C'est dans les projets qu'il faudra monter. Ou au moins, bon, je commence à être vieille, je commence à être fatiguée, c'est clair. Mais il faut que je transmette aux plus jeunes et que je dise, voilà, vous reprenez le flambeau. Mapita Fanilou. Voilà. Mapita Fanilou. Je continuerai à transmettre, je continuerai à contrôler, je continuerai à aider, mais maintenant c'est place aux jeunes. On a cassé ma génération et je suis pas la seule là-dedans. Il y a eu des gens comme Lydia, comme Shlouf José, comme Henri Ringshon, etc., qui ont fait le travail, qui sont de ma génération. Mais la génération d'avant, il y avait Ramanga Malé, il y avait Radzone, il y avait Rambotine, il y avait plein de gens comme ça, Genève Vilne. Donc c'est toute une chaîne qui continue. Je fais partie maintenant des plus âgés. Et je transmets en disant, voilà l'héritage, à vous de le développer. Le mur de verre a été cassé, il y a un mur de verre qui est en train de se reconstruire. J'espère qu'il sera un peu plus haut pour permettre aux autres de respirer. Et surtout maintenant, je crois qu'il faut apprendre à être suffisamment fort dans sa tête, pour travailler en partenariat et non pas en mendiant. Savoir dire aux partenaires, ok, vous nous apportez ça, nous on vous apporte ça. Comment on fait ensemble? Et non pas, ah, vous êtes des pauvres petits qu'on va aider. Ça va, c'est bon. On est pauvres, mais pas des pauvres petits. Parce que vous avez déjà connu ce genre de langage quand bien sûr. Vous travaillez avec des Et je suis une femme noire. Je suis pas un homme blanc, je suis une femme noire. Bien sûr que je l'ai entendu. Ma petite chérie, c'est vrai que t'écris des contes, alors quand est-ce que tu m'en offres un? Ouais, c'est cela, ouais. Je vais te l'offrir, mon conte. Excusez-moi, je suis vulgaire et agressif, mais oui, je l'ai entendu tout le temps. Tout le temps. Il y a des choses qu'on fait aux femmes noires qu'on ne fait pas aux hommes blancs, c'est clair. Ouais, maintenant, je le dis clairement, agressivement, mais on ne me la fait plus. Et j'espère que c'est ce langage-là que je vais apprendre aux autres, qu'on soit femme ou homme. Si on te dit pauvre petit, tu dis pauvre mais pas petit. Et est-ce que depuis, vous avez eu le temps de penser au prochain projet sur lequel vous êtes retrouvé? J'y pense. Ouais, mais bon, c'est derrière moi qui est plus long que devant moi, donc ça devient une obsession. Je transmets, et c'est vrai que je me réveille le matin avec un projet, je me réveille et je dors le soir avec un autre projet. Ouais. Et ceux qui travaillent avec moi disent, ça y est, elles vont encore appeler la vieille. Et maintenant, je n'ose plus appeler à minuit en disant, est-ce que tu as pensé à ça? J'ose plus parce que maintenant, on sait me répondre en disant, Bolamaturia. Ouais. Mais vous pensez quand même que ce sera toujours vraiment dans cette optique de vouloir transmettre cette histoire?
comme héritage aux générations futures? Ce sera toujours dans cette Il y optique-là. en a marre de voir les gens pauvres. Marre de voir les gosses dans la rue. Marre. C'est insupportable. Insupportable. Jusqu'à aujourd'hui, malgré le fait que vous le voyez au quotidien, ça vous affecte toujours Ah fortement. non, c'est insupportable. Donc si je peux dire à ceux qui ont la chance de ne pas être ça, voilà ce qu'il faut peut-être faire jusqu'au dernier souffle, je dirais. Et oh, et si vous faisiez ça, ou et si on faisait ça, et de dire bravo, bravo à ceux qui innovent, à ceux qui font des trucs. C'est pas grave, même si c'est une nouvelle recette de koub. On donne du koub avec plein de vitamines aux enfants. Allez-y. Et comment faire du koub en grande quantité? Et si, enfin, je suis quelqu'un qui passe ma vie à recycler. C'est peut-être là qu'il faut réfléchir. Et je suis profondément écolo. Je l'ai déjà dit, je suis écologiste. Je n'en ferai pas du militantisme, mais toute ma vie, c'est pour ça que j'ai une 2 chevaux. C'est pour ça que je regarde toujours les Pfarrersischendalen. C'est pour ça que je repère les... Parce qu'en fait, la culture malgache est une culture de la récupération. Pourquoi ne pas développer ça? On dit ça pas dans le mauvais sens du terme, mais vraiment avec cette idée de sauver l'existant et de le remettre en valeur, en fait. Absolument, ouais. Absolument. Pourquoi il faudrait acheter j'adore les robes. Je suis très coquette. Mais pourquoi toujours acheter des vêtements made in je sais pas trop où, mal foutus, alors qu'on a des couturières? C'est tout. Faisons travailler nos couturières. Ce sont des grands... Même Lagerfeld, il vient faire... Enfin, il venait, pas à son nom, il venait faire ses vêtements ici. Pourquoi pas? On a des Erik Reichen, qui est le grand spécialiste de la soie. Pourquoi est-ce qu'il est obligé d'aller à Bali? Pourquoi Erik Reichen n'est pas ici? Il est obligé d'aller ailleurs pour devenir Erik Reichen, un des plus grands travailleurs de la soie, un des plus grands stylistes. Il y a eu André Malagashi, dans son temps, qui a créé les voitures Carenzi. Pourquoi on ne met pas à la mode les voitures Carenzi? Pourquoi ça devient, à la limite, juste un petit prototype d'une petite usine à Antirabé, alors que c'est le prototype même de la voiture de marque solide en récupération. Elle n'a pas bougé d'un iota, en fait, pas depuis. Et on importe des voitures. On avait, moi je prends les voitures, j'adore ma 2 chevaux, c'est un paysan, le mécanicien. Enfin, bon, maintenant je crois qu'il commence à être un peu vieux, il faut que je prenne un mécanicien mieux. Mais on avait les usines Somaku, les usines d'assemblage de voitures. Qu'est-ce qu'on en a fait? Non. Là, je me sens révolté d'une certaine manière par la situation aujourd'hui. On a un génie, on a des mains comme ça. Ceux qui disent, c'est vrai que c'est faux de dire que à Mada on n'a pas le coco ou on n'a pas le talent, parce que franchement on en regorge, mais c'est vrai pour des raisons. Je vois vos techniciens, je vous vois. Attendez, vous êtes en train de créer un truc extraordinaire là, avec les moyens du bord. On en a un peu parlé tout à l'heure. Moi je dis chapeau. Merci. Mais il y en a plein comme vous qui bricolent. Où est l'aide aux jeunes entrepreneurs? Où est-ce que ça en est? Si, je sais que ça existe, mais même eux bricolent. Non, excusez-moi, je me calme parce que là, je m'affole. Non, mais après, ça veut que vous êtes passionné, vous vous sentez vraiment concerné par la situation d'aujourd'hui et à l'avenir du pays et de nos confrères et consoeurs, voilà. Non, je dis un truc très très simple. J'ai en face de moi, et pas seulement à Tana, je les vois à Majinga, je les vois à Tuléar, je le vois un peu partout. À Diego, l'université de Diego est une référence actuellement. Des gens merveilleux qui ont pris l'héritage et qui le développent. Mais jusqu'à quand auront-ils la force de travailler avec les moyens du bord?
C'est ça. Il y a vraiment une réflexion commune à avoir là. Qu'on arrête avec l'image de on est les plus pauvres, on est mendiants. Non, non, non et non. Il y a ça. Et qu'est-ce qu'on fait? Il y a la maîtrise de la pénurie. J'ai dit bien la maîtrise de la pénurie. On en fait quoi? On en fait quoi? Le monde entier est en train de devenir très pauvre. On devrait être des gens qui savent expliquer aux gens, aux autres, comment on reste digne et comment on reste créatif avec rien. Les grands pays ont vécu sur le mode de la consommation. C'est terminé. Il n'y a plus de consommation. C'est fini. Maintenant, il faut récupérer. Maintenant, il faut entretenir. Nous, on a su faire. Et on va arrêter ce qu'on sait faire, entretenir et rentrer dans la consommation dont nous n'avons même pas les moyens. Enfin, là, vous m'avez fait rentrer dans mes colères, mais c'est pas vraiment des colères, c'est des questions où je me dis Je salue en tout cas tous les jeunes et moins jeunes, parce que bon, entreprendre les métiers, c'est pas pour les jeunes, qui font l'effort de soit de rester à Mada ou de revenir au pays pour justement vraiment mettre en place des choses. On a eu la chance, l'opportunité de discuter avec certains d'entre eux ici. C'est vrai qu'on n'a pas encore fait le tour, loin de là. Et j'espère vraiment en tout cas que, au travers de ce que vous dites, que ça permettra d'éveiller une petite conscience chez juste certaines personnes qui eux pourront ensuite encourager, quand vous dites par exemple les jeunes qui sont à l'université de Djibo par exemple dans leurs entreprises, les pousser à aller plus loin pour éviter que malheureusement peut-être un jour ils quittent le pays, enfin on appelle ça la fuite de cerveau, pour espérer de meilleures conditions ailleurs. Et c'est difficile d'en vouloir à ces gens-là aussi, parce que voilà, comme tout le monde, ils ont envie d'avoir une certaine stabilité, de pouvoir réussir. Bon, chacun sa définition du succès, mais voilà, ils cherchent quelque chose de meilleur, et j'espère que ce meilleur, en tout cas, on espère qu'il pourra être à Madagascar. En tout cas, on le souhaite tous. Voilà. Bah, écoutez, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Rien. C'était un réel honneur de pouvoir échanger avec vous, de pouvoir découvrir un certain nombre de sujets. On n'a pas pu tous les faire, malheureusement, mais en tout cas, encore merci. Merci. Ben, c'est moi qui vous remercie, et puis longue route.